il est temps pour moi de faire ce top de mes lectures du XXe siècle parce que ça fait un moment que les livres qui sont ici traînent sur mon bureau, jaunissent à cause de la proximité de la fenêtre parce que je tarde à tourner tout simplement. Donc je pense qu'on procédera exactement de la même façon que pour mon top, le top de mes lectures de 2000... du 19e siècle, à savoir je vais devoir segmenter en deux cette sélection. Les titres ne sont pas classés par ordre de préférence. De toute façon, si vraiment je devais donner un livre qui est mon livre favori, ce serait Madame Bovary. Je pense que pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez. L'objectif de ce top 20e, c'est de vous présenter donc, alors attendez, combien j'en ai sélectionné ? En tout, il y en aura 23. Je dirais que mon objectif, c'est de vous parler voilà, de ces 23 livres du 20e qui ont structuré ma vie de lectrice, et au même titre que je l'avais fait, donc encore une fois, dans ma sélection de mes meilleures lectures 19e. Cela ne veut pas dire que... donc par exemple, Martin Eden n'est pas dans cette sélection, parce que j'ai lu Martin Eden il y a un mois. Tout juste. D'ailleurs, mon avis arrivera ou est déjà arrivé sur la chaîne, je l'ignore, j'ignore de quelle manière je vais gérer le calendrier de la chaîne dans les semaines à venir. Mais voilà, il aurait tout à fait pu s'inscrire dans cette liste-là. D'ailleurs, il sera peut-être dans la seconde vidéo si j'ai l'occasion d'en reparler. Simplement, je n'ai pas envie d'essouffler, je dirais, de vous essouffler, en vous parlant à de multiples reprises d'un titre que je viens de lire et sur lequel vous aurez déjà une chronique détaillée dans un temps qui est assez bref parce que ça arrivera vite. Il en va de même pour, et d'ailleurs je crois qu'il est à l'école, parce qu'actuellement j'étudie La promesse de l'aube avec mes élèves, et d'ailleurs c'est par ce titre-ci que nous commencerons. Je ne vais pas pouvoir épiloguer sur La promesse de l'aube. Je vous ai fait une vidéo dédiée à la première partie de ce texte sur la chaîne, il me semble qu'elle dure à peu près 1h20, vous vous doutez bien que je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails de la même manière durant cette vidéo que la vidéo précédente. Donc si vous souhaitez en savoir beaucoup plus sur mon avis et sur ce que contient La promesse de l'aube, je vous invite à vous tourner vers ce format-là, qui je l'espère verra une partie 2 naître assez rapidement, même si, encore une fois, je le dis honnêtement, je croule actuellement sous le travail et je ne peux pas me permettre de réaliser dans l'immédiat un format aussi exigeant en matière de temps, d'accord, voilà. Simplement, je vous ai dit d'accord, comme si vous étiez mes élèves, autant pour moi. Donc commençons avec La promesse de l'aube de Romain Gary, qui est donc un roman paru en 1960. C'est un des titres de Romain Gary qui n'obtient pas le prix Goncourt, je tiens à le dire parce que je sais qu'on a toute cette histoire cristallisée autour de Romain Gary, qui, voilà, que cette double obtention du prix Goncourt, alors que cela était impossible avec ce pseudonyme d'Émile Ajar. Alors la question du pseudonyme est largement abordée dans La promesse de l'aube, mais ce n'est pas le thème central. Je dirais que c'est un petit peu la quintessence de l'art de Romain Gary, La promesse de l'aube, parce que vous allez tout à la fois retrouver l'homme, bien évidemment, puisqu'on est dans un récit très largement autobiographique, même si beaucoup d'éléments relèvent de l'autofiction, parce que l'auteur volontairement joue avec la candeur du lecteur afin de lui faire croire, imaginer, penser certaines choses, mais vous avez donc ce biais largement autobiographique aussi, puisque vous avez des événements qui ont véritablement eu lieu. Après, quant à la liberté que se donne Romain Gary de vous les conter avec justesse, je dirais que c'est de l'ordre du choix de l'écrivain et du choix de l'artiste. Je classerai personnellement cette œuvre en autobiographie, si je devais le faire de manière stricte, même si j'entends que la dénomination puisse très largement se discuter. C'est un titre qui va parler, donc dans toute sa première partie, de l'enfance de Romain Gary, qui va très largement souffrir de discrimination de par ses origines frontalières russes et polonaises. Il vit aussi dans la misère, il est seul avec sa mère, son père est aux abonnés absents, et Romain va devoir apprendre à se construire au sein d'une famille monoparentale, mais qui est largement accompagnée par d'autres figures féminines qui vont graviter autour de Romain durant toute son existence en tant qu'enfant et en tant qu'adolescent. Sa construction identitaire, elle est très intéressante parce qu'elle est marquée, je dirais, souvent par l'idée de césure. On passe d'un lieu géographique à un autre, donc on a cette césure matérielle, mais il y a aussi la césure, je dirais, bien plus liée à son développement cognitif, si je puis dire, et à la manière dont il va employer son temps, puisque sa mère ayant de très
lourd, gros projet pour son fils, elle ne le laissera pas s'adonner, je dirais, à l'oisiveté, mais va le confronter, le pousser à s'ouvrir à de multiples disciplines qui vont faire de Romain Gary quelqu'un de très riche d'un point de vue culturel, mais aussi d'un point de vue de la débrouillardise générale, parce que s'étant frotté à de multiples disciplines, il peut aussi, je dirais, mieux se connaître face à l'apprentissage, face à l'intégration de certaines notions, mais aussi face à, je dirais, ce qui le met en situation d'échec et face à ce qui est, je dirais, moins réussi dans l'obtention de capacités qu'il a pu faire durant l'enfance et durant l'adolescence. Donc Romain, il va très tôt se passionner pour l'écriture et c'est pour cette raison que ce texte a quelque chose aussi d'assez intéressant, parce que vous avez cette espèce de mise en abîme d'un auteur qui vous parle du fait de devenir un auteur par le biais d'une mère qui veut absolument qu'il réussisse. Donc elle le voit déjà comme prix Nobel, comme Victor Hugo, comme D'Annunzio, qui est un auteur italien très important de la fin du 19e. Et tout ça pris ensemble, forcément, ça va faire que Romain Gary va avoir des attentes pour l'existence qui vont être d'une richesse absolument inévitables et qui sont amenés à se heurter perpétuellement, peut-être pas à des échecs, mais à minima à des déceptions. Et c'est ce qui va, je dirais, très largement... Je pense expliciter même le ton du texte qui dans une large mesure est sarcastique, qui dans une autre est beaucoup plus bienveillante aussi, parce que Romain regarde sa mère avec un amour et une passion qui est débordante. C'est un texte que je trouve très beau, je pourrais dire des milliers de choses dessus, mais encore une fois j'ai peur de m'avancer un petit peu trop et de vous parler trop en détail de cet ouvrage-là. Comme je vous le disais, il y a une vidéo dédiée sur la chaîne, donc si vous souhaitez aller la voir, n'hésitez pas. Si je devais vous donner une raison de lire cet ouvrage, je dirais qu'il est magnifiquement écrit, qu'il est très accessible, que à mon sens c'est un des classiques, si je puis utiliser cette terminologie, les plus... franchement, les plus à même de plaire, c'est-à-dire que là, mes élèves de 3e l'ont aimé, je n'aurais pas pensé que ce soit possible. Alors je sais que j'ai essayé d'amener les choses de manière ludique, drôle, mais aussi sophistiquée et pédagogique. C'est-à-dire j'ai essayé de jongler avec tous ces facteurs-là, avec tout ce qui fait finalement l'identité de ce roman, et ça a fonctionné. Et si ça a fonctionné avec des adolescents en classe, en 3e, je vous laisse imaginer à quel point ça peut fonctionner avec vous en tant que lecteur autonome qui choisit de se déplacer en librairie pour se procurer ce titre-là ou d'occasion, qu'importe, et d'en accomplir la lecture. Voilà. Je peux que vous recommander de faire l'expérience de Romain Gary. Alors j'aurais pu choisir d'autres titres, j'ai adoré La vie devant soi aussi, je ne dis pas le contraire, mais il y a tout un affect aussi que j'ai cristallisé autour de La promesse de l'aube, parce que je l'ai lu dans un moment bien spécifique de ma vie, ce qui explique sa présence ici, et je n'y renoncerai pour rien au monde. Voilà, ça fait partie des titres que j'ai relus. J'ai dû le lire pour la première fois il y a 3 ans, et je l'ai relu là de manière très très assidue pour construire ma séquence. Et je le relirai, je le sais, dans un temps qui n'est pas très lointain non plus, parce qu'encore une fois je suis bien en compagnie de Romain Gary. J'aime sa vision des choses, du monde, j'aime sa vision de la France, j'aime sa vision de la culture, j'aime sa vision de la langue, j'aime la manière dont il parle. Et je pense toujours à cette phrase parfois qui me revient en tête et qui est souvent largement mise en avant en 4e de couverture, dans laquelle Romain, donc l'auteur vous dit, je que dire Romain, l'auteur vous dit, avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient pas ou qu'elle ne peut pas tenir, je ne me souviens plus de la terminologie. Et je trouve cette phrase d'une beauté, mais harassante. C'est-à-dire que là, vous avez en quelques mots toute la force et tout l'impact des mots de Gary, et c'est formidable. Vraiment, faites cette expérience. Un ouvrage qui est paru en 1929 de Éric Maria Remarque, qui est À l'Ouest, rien de nouveau. Je ne lis pas beaucoup de récits de guerre, mais ce texte-là, il m'est tombé entre les mains d'une manière assez évidente, je dirais. J'ai eu envie d'en faire la lecture, je l'ai acheté, je l'ai vu. Ça a été quelque chose d'assez immédiat. Donc l'auteur a fait l'expérience de
de la Seconde Guerre mondiale, mais il n'est pas le personnage principal mis en scène ici, donc on est dans un récit purement romanesque, mais l'auteur ne spécule pas, n'invente rien, il se base donc sur sa propre expérience, et on sent le poids de cette expérience. Donc c'est un titre qui met en scène Paul Baumer, qui est un jeune homme qui évolue au sein d'une compagnie avec des camarades qui sont très proches de lui, donc ce sont des camarades qu'il connaît parfois depuis un temps certain, donc un temps remontant à avant l'embrigadement au sein de l'armée allemande, et Paul, on va le voir évoluer, on va le voir changer. Alors c'est un texte qui est très dur parce que vous avez une évolution de personnage qui est d'une brutalité, d'une rapidité qui est troublante, parce que dans mes souvenirs, donc Paul, je crois qu'il a 18 ans ou à peine plus. Et on va passer donc de la figure du jeune homme naïf, candide, qui évolue dans un cercle familial assez protecteur, assez à l'écoute, assez doux et prompt à l'accompagner dans ses choix. Et soudainement, il se retrouve sur le front, avec une incapacité à communiquer et face à des horreurs qui sont inexplicables. Donc déjà, ce qui est intéressant, je pense que bon, ça a déjà été largement dit et redit, mais je trouve que ce qui est impressionnant, c'est que donc effectivement, on est du point de vue d'un soldat allemand, donc on pourrait avoir cette impression qu'historiquement, c'est étrange de se positionner de ce côté-là, mais en réalité, ce qui est impressionnant, c'est l'expérience universelle du soldat à la guerre, qui se voit instrumentalisé tel un pion, et qui finalement n'est que de la chair à canon, et qui se bat pour des enjeux qui le dépassent, parce que Paul n'a plus aucune conscience, connaissance de pourquoi il se bat, et finalement cette notion de patriotisme, c'est quelque chose qui s'efface très rapidement au profit de la volonté de vivre, qui va se manifester de manière parfois extrêmement primaire et animale. Donc c'est très bien fait, et puis il y a autre chose qui est incroyable dans ce titre-là. Donc il y a cet aspect-là, je dirais, de l'expérience universelle du soldat, qui pourrait être transposé, je pense, à n'importe quel traumatisme de guerre. Personne qui a vécu un traumatisme de guerre, c'est d'une richesse incroyable pour cela. Mais l'autre biais qui est incroyable, c'est la solidarité dont font preuve ces soldats, l'amour qu'ils se portent. Il y a quelque chose de transcendant. Donc on dépasse même l'amour filial, on dépasse l'amour amoureux, on dépasse l'amour amical. On est dans quelque chose de tellement intense, tellement fort, pour la simple et bonne raison que les seules personnes qui peuvent vous comprendre lorsque vous êtes dans ces situations, dans des situations de mort imminente, avec des obus qui éclatent partout autour de vous alors que vous êtes en train de traverser une zone de bombardement, ou lorsque vous êtes en train de cuisiner avec vos amis parce que vous pensez à un temps d'accalmie et que subitement la maison dans laquelle vous vous trouvez se retrouve fusillée et bombardée. Bon, ce sont des expériences que ces protagonistes vivent ensemble avec une fraternité et une force d'amour qui est vraiment magnifique, et qui, je dirais, vient, apporte de la magnificence au sein de l'horreur de la guerre. Alors il y a des scènes qui sont extrêmement marquantes dans À l'Ouest rien de nouveau. Quand j'en avais fait ma chronique, je vous avais lu plusieurs extraits. Je ne peux pas vous lire la fin, mais je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à lire ce titre, parce que mais tout le titre est incroyable, mais la fin, le chapitre final qui s'étend sur 3 pages, est d'une richesse linguistique, d'une richesse humaine, et je n'ai même pas de mots pour vous le décrire, d'une philosophie, d'une puissance en réalité qui dénonce les atrocités de la guerre, mais pas tant pour ce qui est moche dans la guerre, pour le sang, les corps meurtris, les blessures, mais pour en fait tout ce que ça détruit aussi d'un point de vue symbolique à l'échelle d'une vie et à l'échelle d'une nation. Et pour ça, c'est vraiment fantastique. Donc, fantastique, je pense que vous entendez ce que je veux dire, bien évidemment, fantastique dans l'horreur que ça recèle. Et finalement, on a tout ce pan aussi qui est impressionnant, de voir l'esprit humain qui petit à petit se brise, s'effrite, parce qu'il n'y a plus de place pour la morale, il n'y a plus de place pour beaucoup de choses, et il y a cette absurdité du monde. C'est vraiment ce qui est sous-jacent et ce qui ressort tout au long de ce texte. Plus on avance dans l'histoire, plus Paul est confronté ou prend conscience de l'absurde de la guerre.
parce que vous avez des scènes notamment où vous avez cette rencontre avec l'autre, c'est-à-dire avec le soldat français, et cette espèce de perte de sens de la volonté de tuer l'autre, et pourtant cette nécessité de le faire parce que c'est, si vous voulez rentrer chez vous et si vous voulez que ça s'arrête, vous avez cette impression qu'il faut mettre un terme à la vie des autres afin de gagner la guerre et de rentrer chez soi. Donc il y a vraiment tout ça qui cohabite, c'est très riche, c'est vraiment très très bien écrit, et je vous le dis, je l'ai mentionné juste avant, mais la fin est d'une puissance que je trouve très rare. Pour moi, ça fait partie des épilogues les plus... Alors, c'est pas véritablement un épilogue, c'est un chapitre à part entière, mais on peut le traiter comme tel. Vraiment, il clôt ce texte avec une brutalité rationnelle qui est incroyable. Vraiment, lisez-le si vous en avez l'occasion, parce que je pense que vous lirez rarement quelque chose qui présente une telle intensité. En tout cas, moi, ça fait partie de mes livres préférés maintenant, et j'espère avoir l'occasion de le relire une fois dans ma vie, c'est une certitude. La douleur de Duras, alors je préviens tout de suite, il s'agit d'un texte précis. C'est la première partie de La douleur. Alors j'ignore si elle a une appellation, puisque il me semble que la première partie se nomme tout simplement La douleur. Ensuite, vous avez d'autres petits textes qui s'inscrivent donc dans la continuité de ce texte-là, mais qui... Je vais pas dire qu'ils m'intéressent moins, mais qui ne font pas partie de mes favoris à proprement parler. Donc la partie dont je parle, donc la partie 1, elle s'étend sur à peu près 80 pages. Cette partie-là, donc ce titre, il est écrit en 1985 par Marguerite Duras. C'est un des textes de Duras qui ne... Si vous n'aimez pas le style durassien, c'est-à-dire très séquencé, avec ces phrases brèves, ces points qui viennent... clore avec énormément de brutalité, des phrases qui sont déjà en elles-mêmes assez brutes, je pense que La douleur peut vous plaire parce qu'on n'a pas ce style durassien classique, je dirais, et je peux tout à fait entendre que ce style ne plaise pas. D'ailleurs, j'ai choisi ce titre-là, je n'ai pas choisi L'amant, que j'ai bien aimé pourtant, mais qui ne pourrait pas faire partie de cette élection de toute façon. Donc là aussi, on est sur quelque chose de très largement autobiographique. Dans cette première partie, on va suivre donc Marguerite Duras elle-même, qui, restée à Paris, s'inscrit dans des mouvements résistants et attend le retour, donc durant la Seconde Guerre mondiale, attend le retour de l'être aimé, donc son époux Robert Anselme, qui est un homme qui a été arrêté et incarcéré dans le camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz. Il faut savoir que Robert Anselme a également écrit un roman, un texte, un témoignage plutôt, sur cette expérience, cette horrible expérience, qui s'appelle donc L'espèce humaine. C'est un livre qui est dans ma pile à lire depuis très longtemps et que j'avais envisagé de lire, donc croisé avec l'expérience de Duras ici. En gros, je pense que si vous abordez la chose en lisant les deux, ça peut être intéressant parce que vous avez deux points de vue. Vous avez le point de vue de celle qui attend et le point de vue de celui qui souffre et pour lequel, je dirais, le moment présent se renouvelle perpétuellement parce que la souffrance réactualise en permanence le non-sens, là aussi, l'absurde, et j'allais dire l'injustice, mais je pense qu'on dépasse très très vite cet aspect-là si on est dans la même veine en termes d'écriture que Primo Levi, que d'ailleurs, est-ce que je suis pas sûre de l'avoir mis, Primo Levi, mais j'aurais pu. Bref, c'est un texte qui est... en tout cas, je pense que les deux mêlés doivent être d'une puissance rare. Là, ce qui est intéressant, c'est donc toute la part d'attente, comme je vous le disais, avec cette vie parisienne qui est vraiment dans un état d'émulsion, qui n'est pas du tout conventionnel à ce qu'on voit habituellement de Paris. Paris, c'est l'animation culturelle, c'est l'animation politique, c'est l'animation... je dirais, de la vie de la ville qui ne dort jamais. Ici, c'est complètement différent. On a un Paris en effervescence et en attente perpétuelle. Donc en fait, c'est comme si Marguerite Duras incarnait un petit peu tout ce peuple parisien qui tous les jours se rend à la gare dans l'attente et l'espérance d'avoir des nouvelles des êtres aimés qui reviendront ou ne reviendront pas. Et c'est très difficile à porter, donc pour le lecteur est dans cette attente aussi, parce que alors, à moins que vous ayez lu le livre de Robert Anselme avant et que vous ayez vu cette vidéo, bon, en fait, vous ne savez pas vraiment ce qui est arrivé à son mari à ce moment-là.
Il y a des choses qui sont difficiles dans ce texte aussi parce que donc on a l'amorce de... Et donc ça c'est la partie qui me plaît moins, mais j'aime tellement ce texte-là que je vais en faire abstraction, mais je vous le dis tout de suite. Marguerite Duras entretient une liaison avec le meilleur ami de son mari. Et en fait, pris dans le contexte, je trouve que c'est absolument insoutenable. Mais c'est pas du tout mis au premier plan. Ce qui est mis au premier plan, c'est cette notion d'attente que je mentionnais. Et ensuite, le retour de l'être aimé. Et donc, le retour de l'être aimé qui va venir contrarier un nouveau quotidien pour Marguerite Duras, qui est celle de la compagnie de l'amant, et puis d'autres choses. C'est que, faisant tout pour obtenir des renseignements sur où se trouve son mari, Marguerite Duras a passé beaucoup de temps avec des officiers allemands, particulièrement un d'ailleurs. Cette attente qui prend fin, c'est aussi, je dirais, le terme d'une justification possible à des actions qui peuvent être dites et perçues comme amorales. Donc je pense qu'il y a aussi cette prise de conscience, ce retour sur soi-même qui va être très passager et très brusque parce que Marguerite Duras ne va pas avoir le temps de s'imprégner de cela, puisque le retour de Robert Anselme, c'est un retour qui est très difficile à lire. Je pense que ça fait partie des choses que j'ai lues dans la littérature qui m'ont le plus retourné et marqué de manière... enfin, en tout cas, laissé des marques physiques pendant ma lecture. C'est-à-dire que vous avez donc ce retour... On ne parle que très rarement, finalement, du retour des personnes de Caen, ou tout du moins, ce ne sont pas les textes que j'ai lus majoritairement. J'ai beaucoup lu de témoignages, mais de témoignages de personnes qui sont, donc qui témoignent de ce qui se passe là-bas, mais pas de l'après. Là, on est dans l'après, donc on est dans le fait de réapprendre ce qui est premier, donc déjà ne pas avoir... déconstruire tout ce qui est de l'ordre du traumatisme, donc des sons qui vont être liés à des traumatismes, des horaires particuliers, pas forcément particuliers, mais des moments de la journée en tout cas qui vont être tellement conditionnés par un organisme militaire abusif, oppressif, malsain, que finalement le cerveau a perdu toutes ses capacités à imaginer les choses et à penser les choses autrement. Donc il faut déjà déconstruire toutes ces structures-là, réapprendre des choses primaires comme le fait de se rendre aux toilettes, d'avoir accès à l'eau et à la nourriture de manière... j'allais dire à profusion, mais en l'occurrence ici, oui, dans ce témoignage-là, la nourriture est disponible, mais le traumatisme est si grand pour le corps et pour l'esprit que l'idée même de se nourrir devient quelque chose lié à une idée de violence et à une potentielle idée aussi, je pense, d'une souffrance à venir. On a vraiment des passages entiers qui sont très organiques, parce que finalement ce rapport à la nourriture, à l'eau et au fait de faire ses besoins, c'est quelque chose qui est largement décrit par Marguerite Duras et dont on ne se rend pas compte de la difficulté pour les personnes qui rentrent de Caen et qui en fait n'avaient pas accès à ces choses-là. Donc au fait de faire leurs besoins quand cela leur convenait, de boire, de manger, des choses primaires, de dormir aussi. Et d'ailleurs on a des petits passages, parce que c'est un texte qui fait 80 pages, mais sur le sommeil, où on voit à quel point la psyché est puissante, parce que le sommeil est hanté par des souvenirs qui sont d'une précision et d'une violence qui, je pense, est inexplicable aux proches, parce que c'est d'ailleurs ce qui se passe. Robert Anselme, qui n'est pas un protagoniste, Robert Anselme est incompris par son entourage, et c'est quelque chose qui, là aussi, est... En fait, au même titre que dans À l'Ouest, rien de nouveau, vous avez cette impression que finalement, même vous, en tant que lecteur, vous êtes démunis, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'a vécu le personnage, et même si vous comprenez les mots que l'autrice emploie pour vous faire part de ce qu'elle rencontre, vous êtes, comme elle, abasourdi par la situation, et tout simplement incapable d'assimiler véritablement l'idée même d'un traumatisme d'une telle intensité. Donc c'est un texte que j'aime beaucoup et que je vous recommande vivement. C'est ce que je vais vous dire pour la totalité des titres que je présente. Mais voilà, sachez que c'est quelque chose de très puissant, de très riche, et on sort pas indemne de ce type de lecture. Même si à mon sens c'est une des grandes forces de la littérature,
n'y allez pas en vous disant que vous allez passer un moment léger, c'est pas du tout l'objectif. Alors en théorie, je devrais poursuivre avec Lolita de Nabokov, pourquoi pas. Donc Lolita de Nabokov, Paris en 1955. Donc c'est un livre états-unien. Bon, je pense que vous en avez très très largement entendu parler sur les réseaux. Là pour le coup, je vais être plus succincte, je pense, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas lu Lolita depuis peut-être 5 ou 6 ans. Et qu'entre-temps, j'ai quand même effectué un nombre de lectures assez conséquent. Et même si le titre m'a profondément marqué dans l'expérience que j'en ai faite, je dois reconnaître que par exemple, je dirais mon aisance à parler de l'intrigue en tant que telle, alors même si on va pas vraiment parler d'intrigue, on va plutôt parler de psychologie de personnage et de développement de psychologie de personnage, et même de volonté de la part de Vladimir Nabokov de construire un personnage très particulier. Je dirais que mes souvenirs ne sont de toute façon pas assez frais pour réactualiser l'expérience de lecture que j'avais pu faire avec Lolita. Ce dont je me souviens avec certitude, c'est du fait que c'est une expérience qui ne s'est pas reproduite, donc ça le range dans ses romans, à mon sens, hors norme, parce qu'ils m'ont proposé une expérience d'un type qui n'est pas descriptible. Donc c'est un roman que j'ai pas pu lâcher, il est assez conséquent pourtant, mais durant ma lecture, j'étais sidérée, je pense que c'est le terme, par l'expérience mentale que faisait faire Nabokov, puisqu'ici on suit Humbert Humbert, qui est un homme attiré donc très largement par des jeunes filles qu'il nomme les nymphètes, et qui va vouloir se rapprocher donc d'une jeune fille qu'il va renommer Lolita. Lolita, son vrai prénom, Dolores je crois, à vérifier, j'espère que je ne vous dis pas n'importe quoi. Donc Dolores, c'est la fille d'une femme que choisit d'épouser Humbert Humbert. Alors il choisit de l'épouser pour se rapprocher notamment de cet enfant, et donc va naître un rapport obsessionnel envers cette jeune fille de la part de Humbert Humbert. Elle est au sortir de l'enfance, elle doit avoir 11 ou 12 ans, Dolores, et c'est très très dur d'être du point de vue masculin dans ce texte-là, parce qu'il y a quelque chose d'outrancier et de transgressif dans les considérations et la conception du corps de l'enfant chez ce protagoniste. Alors certes, c'est le but de Nabokov de pousser le lecteur à être dans cette position pour dénoncer d'autant plus ses travers, j'allais dire ses excentricités, mais le terme ne va pas du tout. Je dirais l'horreur de ce désir profondément amoral, dangereux et susceptible de créer des traumatismes atroces chez cet enfant. Donc je dirais qu'on a une large part psychologique, parce que voilà, on nous place du point de vue d'Humbert Humbert. D'ailleurs, le livre nous est présenté comme les mémoires d'eux. Et cet aspect de mémoire d'eux, ça force parfois le lecteur. Je vais vraiment essayer de peser mes mots, parce que c'est très difficile de parler d'un titre aussi transgressif que celui-ci. À mon sens, Nabokov veut nous pousser à éprouver une forme de compassion pour le protagoniste, mais non pas pour que nous ayons de la compassion pour ses actions, mais bien plus pour que nous puissions nous rendre compte d'à quel point parfois on peut susciter des émotions chez quelqu'un, simplement en faisant basculer le point de vue de la narration de l'histoire. Parce qu'il est évident que si le roman était raconté du point de vue de Lolita, jamais le lecteur ne pourra avoir d'empathie pour le personnage d'Humbert Humbert, et je pense que le lecteur ne chercherait même pas à se mettre à sa place. Donc cet aspect-là, il est très intéressant, il est très bien géré, très bien mené. Je pense que c'est en grande partie ce qui fait que ce titre est un chef-d'œuvre. L'autre aspect qui m'a tout de même grandement marqué, c'est la plume de Nabokov, qui est maîtrisée, qui est élégante et qui est très intéressante. J'espère avoir l'occasion de poursuivre ma découverte des titres de cet auteur avec Ada ou l'Ardeur, qui est un ouvrage qui me tente depuis maintenant de très longues années. Mais c'est vrai que j'en ai pas fait une priorité. Je pense que ça mériterait d'abord relecture, parce que voilà, il y a cet aspect, il y a cette virtuosité de la plume dans le texte qui, je pense, mérite d'être refréquentée avec plus d'assiduité. Et puis l'expérience de lecture en tant que telle, à mon sens, est d'une violence telle
qu'une expérience unique n'est pas suffisante pour lui rendre justice. C'est un titre qui mérite de multiples lectures, peut-être de multiples analyses aussi, chose que je n'avais pas faite à l'époque parce que je dirais que j'étais dans une démarche beaucoup plus, je dirais, d'élargissement culturel, mais sans véritable vocation littéraire. Donc je pense que c'est un petit peu dommage. C'est vraiment un livre qui parle qui remet en question la morale, qui parle de cette ambiguïté morale aussi qu'induit ce personnage. Lolita, en fait, curieusement, on a cette représentation dans la pop culture. Je pense que vous voyez cette affiche du film de Stanley Kubrick qui reprenait l'histoire de Lolita, de cette petite fille qui a l'air en fait, qui est sexualisée finalement de manière assez ostentatoire, même si les petites lunettes qu'elle porte, etc., peuvent avoir un côté aussi enfantin. Mais le livre remet véritablement au centre cette idée qu'il n'y a rien de séducteur. En tout cas, le lecteur ne peut pas percevoir Lolita comme Humbert l'aperçoit, à mon sens. Et c'est là, je dirais, tout le paradoxe et toute la difficulté de la chose, c'est que ne pouvant percevoir Lolita de la même façon, il y a cette interrogation donc de l'ambiguïté et de la complexité de la morale qui est très intéressante. Et encore une fois, c'est un très bon roman. J'espère que j'en ai parlé avec la justesse nécessaire, parce qu'encore une fois, je sais pertinemment que c'est une expérience de lecture que je dois être amenée à refaire à un moment donné, que je referai de toute façon. Et c'est vrai que en parler aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu prématuré, dans le sens où ça aurait exigé relecture, mais ça fait partie des livres qui ont marqué ma vie de lectrice et qui font partie de mes meilleures lectures donc, du XXe siècle. C'est pour cette raison que vous le trouvez ici. Je vais poursuivre avec Le Pavillon d'or de Mishima. Donc quelque chose de complètement différent. Donc Le Pavillon d'or, c'est un ouvrage qui est publié au XXe siècle par Mishima en 1956. C'est un ouvrage dans lequel j'ai eu du mal à rentrer, beaucoup de mal, malgré la beauté de la plume de Mishima qui est indiscutable. Pour moi, ce titre, il est intéressant à lire. Alors si ça vous intéresse, parce que je dois reconnaître que c'est un titre qui est assez complexe dans la forme qu'il propose. C'est L'éloge de l'ombre de Tanizaki, que je vous mettrai en photo juste ici, qui a un essai sur l'art japonais et qui explique finalement avec justesse et avec qui suis-je pour juger de la justesse, mais en fait qui arrive à expliquer quelque chose qui est parfaitement fait dans Le Pavillon d'or. C'est cette manière alors c'est par le biais de la lumière dans L'éloge de l'ombre, mais c'est passionnant parce qu'en réalité il y a toute, je dirais, cette ombre sous-jacente à l'idée d'art au sein des arts japonais. Et c'est vraiment fascinant. Donc ça passe par le prisme de la lumière chez Tanizaki dans cette description. Alors c'est un texte qui est très bref, qui doit faire une 50aine de pages, et qui a un essai esthétique et philosophique, qui à mon sens a une portée qui permet d'éclairer Le Pavillon d'or de Mishima. Alors de l'éclairer d'une certaine façon. Donc là on serait plus dans une démarche académique, je dirais. Dans une démarche première, je vous conseillerais pas forcément de commencer par Le Pavillon d'or de Mishima. Lisez autre chose de Mishima, mais si vous êtes intéressé par le Japon, la beauté de l'architecture japonaise et l'histoire des monuments japonais, c'est absolument fascinant. Cette histoire, elle est basée sur un fait réel, donc sur l'incendie qui a eu lieu au temple Kinkakuji, il me semble, j'espère que je ne me trompe pas, je me corrigerai ici si l'appellation n'est pas bonne, à Kyoto en 1950. Donc on reprend ici les événements. Et on va être donc du point de vue d'un jeune moine qui va vouer une passion et une admiration qui vire à la névrose au Pavillon d'or et à son architecture, à ce qu'il représente aussi. C'est un texte là aussi qui est dérangeant parce qu'on a il y a beaucoup de choses qui se mélangent, mais je dirais qu'il y a toute la dimension de l'esthétique qui transcende la matérialité et la corporalité, et en même temps il y a les expériences corporelles donc qui sont très primaires, telles que la sexualité par exemple, et c'est vrai qu'on a donc cette cohabitation entre deux notions qui paraissent contradictoires et difficilement conciliables, à savoir donc l'esthétique transcendante et la corporalité première, matérielle, et qui ne peut pas donc avoir accès à cette idée de ce qui est transcendant. Donc c'est une écriture qui est assez exigeante,
mais à mon sens tout à fait abordable cependant. La découpe est exigeante parce que dans mes souvenirs, alors attendez, je suis en train de vérifier, mais il n'y a pas de... Il y a des chapitres, mais ce sont des chapitres assez longs. Et c'est vrai que si vous êtes familier d'ouvrages qui, je dirais, prêtent à respirer et à s'aérer, ce n'est pas le cas du Pavillon d'Or qui vous noie véritablement sous un flot esthétique justement qui, je dirais, vous fait partager l'expérience de ce jeune moine qui, voilà, qui croule, je dirais, sous la beauté du Pavillon d'Or. Donc vous, en tant que lecteur, vous croulez sous l'expérience esthétique de la lecture de Mishima, tandis que lui croule sous l'esthétique donc de l'architecture du Pavillon d'Or. Et c'est vrai que je dirais que cette espèce de... placement en miroir du personnage et du lecteur, ça apporte quelque chose d'assez impressionnant au récit, d'autant que chez les Japonais, je trouve que même lorsque les textes sont très ostentatoires dans la manière dont les choses sont décrites, vous gardez quand même ce côté très fin, très raffiné. Alors c'est peut-être purement culturel, hein, c'est peut-être purement ma culture européenne qui me fait transposer ce genre d'éléments sur le texte japonais. Mais c'est vrai que pour moi, Mishima écrit de manière, on dit, c'est de la dentelle, c'est très beau. Et en même temps que vous avez donc des scènes grandioses de description du Pavillon d'Or, vous avez des scènes un petit peu plus obscènes, je dirais, qui mettent en scène, voilà, je dirais des avilissements de personnes. Alors, consentis, mais vous ne pouvez pas, en tant que lecteur... Vous ne pouvez pas esthétiser ces scènes-là. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, c'est pas du tout quelque chose que j'ai pu esthétiser. Et donc, il y a encore une fois cette rupture entre les deux, entre l'espèce de monde des idées. Si je dois prendre des termes un peu platoniciens, un peu plus philosophiques, ce contraste, donc, monde des idées et monde de la matérialité qui est forcément corrompu et qui ne représentera jamais le vrai, le bon, le beau. Et moi je trouve qu'on sent vraiment cette dichotomie dans le texte et que Mishima fait ça extrêmement bien. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans ses œuvres, mais je trouve que dans le Pavillon d'Or c'est particulièrement fort et c'est un ouvrage, voilà, que je peux là aussi que vous encourager à lire parce que c'est une expérience de lecture qui n'a pas grand chose à voir avec ce que vous avez pu faire jusque-là. J'aurais du mal à trouver un titre qui amène une comparaison, je dirais, judicieuse, enfin, qui peut être amené comme comparaison judicieuse avec le Pavillon d'Or, hors l'éloge de l'ombre, qui, comme je vous le disais, s'inscrit comme un essai et non pas comme un roman. Donc, voilà, j'ai du mal. Et même si on retrace un fait réel, la manière dont Mishima se met dans la peau de ce jeune homme obsessionnel et torturé par la grandiosité du Pavillon d'Or, voilà, c'est fait avec, ouais, je trouve, une force et une justesse qui là aussi est exemplaire, ce qui n'est pas étonnant, hein, mais voilà, c'est beau. Les Mémoires d'Adrien, de Marguerite Yourcenar. Je pense que là, il faudrait que j'en fasse la relecture, mais je pense qu'on est dans mon top 5 tout temps confondu. Parce que ce livre, lorsque je l'ai lu, la première chose que je me suis dite, c'est comment une femme au XXe siècle écrit les Mémoires d'Adrien. Comment Comment c'est possible? Et pourtant, Dieu sait que ma culture gréco-latine était carencée lorsque je me suis lancée dans cette lecture. Bon, je sais qu'elle l'est toujours, mais je dirais qu'aujourd'hui, si je le relisais, je l'appréhenderais peut-être différemment. Lorsque je l'ai lu, je l'ai appréhendé comme un roman. Je me suis dit, au même titre que pour Lolita, que c'était quelque chose que j'allais cocher afin que ça rejoigne ma culture et que, voilà, soit, je dirais, presque un biais social pour valider, voilà, une espèce d'expérience littéraire faite. Donc que ça me rangeait dans la grande catégorie des lectrices de romans classiques. Mais c'est tellement au-delà de ça, les Mémoires d'Adrien. Déjà, il y a beaucoup de choses qui sont retranscrites, il y a une part de stoïcisme, donc vraiment de philosophie stoïcienne, qui est assez importante, donc je pense que ça demande une érudition certaine sur la question. On trouve donc la forme de... Je vais essayer de vous le montrer, je suis désolée, hein, il est vieilli, mes notes sont un peu illisibles, mais il est jauni, etc., etc. Mais donc, comme vous pouvez le voir, c'est sous forme de lettres. Donc vous avez, dans ce texte-là, il est tellement annoté que c'est vraiment pas... C'est pas très beau, je vais pas vous montrer ça. Mais donc... ce sont des lettres.
ces lettres... En fait, je dirais que tout est très intime. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle les mémoires d'Adrien. Hein. Vous avez vraiment... Vous êtes du point de vue d'Adrien, donc c'est ça qui est fascinant. C'est, encore une fois, comme je vous le disais, cette surprise de l'autrice au XXe siècle qui se met dans les chaussures d'Adrien et on a l'impression que c'est lui qui nous parle. Donc il y a quand même quelque chose d'assez sensationnel et c'est quand même une prouesse littéraire qui est, je trouve... subjugante. Et c'est si bien écrit qu'on a l'impression d'être dans de la littérature antique. On a ce personnage d'Adrien qui parle tout à la fois de ses guerres, de ses conquêtes, de ses désillusions, de la mort, du deuil, parce que donc au moment du récit, Adrien est en fin de vie, donc il peut jeter un regard sur sa vie bien plus exhaustif que quelqu'un qui écrirait, je dirais, de manière plus détachée de cette idée de la mort qui finalement n'est actualisée que quand elle se rapproche. Donc il est souffrant, et lorsqu'il écrit, il écrit avec la densité, avec la puissance, je dirais, de l'humanité, donc au-delà même de son personnage. Alors c'est d'autant plus grandiose que on a cette image de l'empereur qui a réussi, qui allait partout, qui a mis sa marque partout. Vous allez en Grèce, vous voyez Adrien, vous allez en Italie, vous voyez Adrien, Adrien est partout. Donc il y a tout ça, c'est visible au sein du texte, mais il y a aussi un homme qui sait sa propre finitude, qui la sait arriver de manière beaucoup plus rapide finalement que ce à quoi il pouvait s'attendre. Et je dirais que cette espèce de géant, de mastodonte de l'humanité redevient un homme mortel, redevient un homme faible, redevient finalement un homme vieillissant, donc sur le déclin, qui est au crépuscule de sa vie et qui va observer la totalité de ses actions avec, je dirais, un recul et un sens de la suspension du jugement, de la morale qui est assez grandiose, tout en parlant aussi de ses amours, de la richesse de ses expériences donc amoureuses. C'est-à-dire que Marguerite Yourcenar arrive à garder cet aspect de, je dirais... du personnage passionné, parce qu'on sent qu'Adrien a été un homme passionné et donc il arrive à la fin de sa vie avec cette espèce de posture de l'homme sage qu'il embrasse avec beaucoup de lucidité, je dirais, parce que il y a ce côté-là qui ne le rend pourtant pas du tout antipathique ni prétentieux, mais on sent que c'est un personnage qui a conscience d'avoir vécu. Et c'est très beau, vraiment c'est très très beau. Alors évidemment on parle de regret, de déception, de désillusion, de remords, parce que toutes ces choses s'entremêlent encore une fois au crépuscule de la vie, mais vraiment cette dissonance qu'on a l'impression de pouvoir voir entre l'homme qui réussit à conquérir et à maintenir un empire, et l'empereur qui réussit à faire cela, et l'homme sur le déclin qui se voit dépérir, c'est d'une puissance grandiose. Vraiment, je peux pas dire autre chose, je trouve que c'est absolument formidable, extrêmement bien écrit, et il me semble que Marguerite Yourcenar a passé des dizaines d'années, il me semble que c'est 20 ans, à concilier des rapports, des informations, sur tout ce qui pouvait avoir attrait à Adrien avant de se lancer dans la rédaction de ce titre. Et quel chef-d'œuvre, quelle densité, quel travail. C'est magnifique. C'est un livre aussi qui sort dans les années 50, donc post-Seconde Guerre mondiale, qui a vraiment... qui arrive même à s'insérer, je dirais, d'un point de vue historique, de manière tellement logique dans la continuité de l'histoire littéraire française que ça en devient magistral, et je trouve que Marguerite Yourcenar a vraiment un talent fou. C'est exigeant en termes de langue, mais en fait c'est quelque chose qui, je dirais que c'est un ouvrage qui, comme tout ce que je vous présente ici, hein, mais certains ouvrages valent la peine de sortir de soi et de se dire que certes on accomplit, je dirais, une action qui est peut-être plus difficile que celle qu'on
qu'on aborde consensuellement, mais on le fait pour de bonnes raisons et c'est quelque chose qui va nous marquer de manière durable et ce sera quelque chose de périn dans notre existence. Et ça, c'est très beau. Voilà. Donc, lisez les mémoires d'Adrien. Vraiment, lisez-le. C'est une merveille. C'est une merveille esthétique, c'est un chef-d'œuvre tout court et puis ça vous fera découvrir le personnage d'Adrien par un biais un petit peu différent et surtout la plume de Yourcenar. Une chambre à soi de Virginia Woolf, qui est là aussi un ouvrage que j'avais lu. Alors on n'était pas du tout dans cette espèce de grosse explosion qu'a connue Virginia Woolf depuis quelques années. Parce que j'ai lu ce texte lors de ma première année ou deuxième année de fac. Je dois reconnaître que je pense que je n'avais pas la maturité nécessaire pour saisir tous les enjeux, toute la richesse et toutes les implications de cette lecture. Mais même sans cela, je me le suis approprié, j'ai pris ce texte et j'en ai fait quelque chose. Je n'avais jamais lu le travail romanesque de Virginia Woolf avant de me lancer dans cet essai. C'est vraiment celui-ci qui m'a conquis, donné envie et je suis contente d'avoir commencé par là parce que je trouve que ça donne tout de même des clés de compréhension des personnages phares de Virginia Woolf comme Mrs. Dalloway. Et c'est vrai que ça permet aussi de sortir de cette comparaison souvent opérée entre Virginia Woolf et Proust en matière donc de romans un petit peu fleuve et de narration assez contemplative parce que Virginia Woolf avait également une posture qui était autre et qui était éminemment liée à sa condition de femme, mais aussi aux diverses souffrances psychiques et maladies psychiques qu'elle pouvait avoir. Donc c'est un ouvrage qui sort en 1929. Il a diverses traductions. Donc moi j'ai une traduction, il me semble que je sais pas, elle est peut-être un petit peu datée. Donc j'ai la traduction Une chambre à soi, mais vous pouvez également trouver ce titre sous l'appellation Un lieu à soi. Donc c'est basé sur plusieurs choses. Alors c'est très court, hein, donc attendez, je regarde. Mais ça fait 169 pages. C'est basé donc sur des conférences que l'autrice a pu donner à Cambridge. Et alors oui, c'est un ton universitaire, mais c'est très accessible quand même. En fait, ici, Virginia Woolf, elle va parler de la difficulté d'écrire pour les femmes parce qu'elles n'ont pas de lieu à elles, donc d'espace clos et délimité qui appartiennent uniquement à l'idée de création littéraire. Donc c'est un propos qui est original pour l'époque, qui est très bien développé ici et qui est amené d'une manière très intéressante. Moi, je me rappelle d'un passage qui m'avait beaucoup plu, dans lequel elle spéculait, elle parlait d'une sœur de Shakespeare et de cette absence d'espace qu'on dédiait aux femmes et donc finalement de tous ces génies féminins qu'on n'a pas vus parce qu'on ne leur a pas laissé la place d'écrire et c'était vraiment c'était très bien fait. Alors je trouve que c'est un livre assez intéressant si vous voulez amorcer une réflexion féministe parce que oui, vous rentrez dans l'idée du féminisme et de la question de la femme, mais c'est un biais qui est intéressant parce que c'est celui de l'écrivain. Donc si vous aimez les textes, la littérature, la belle écriture, vous allez forcément passer un moment assez intéressant. À noter que Virginia Woolf, lorsqu'elle écrit ce texte, elle sait de quoi elle parle parce qu'elle est mariée avec un homme qui... Alors comment s'appelle son mari Woolf, certes. Léonard. Et donc Léonard, lui, il est directeur d'une maison d'édition, ou tout du moins il est haut placé dans une maison d'édition. Il va d'ailleurs très largement publier les textes de sa femme. Il sera publié lui aussi, mais sera tout à fait à même d'accepter de passer au second plan d'un point de vue littéraire, faire passer au second plan sa carrière littéraire, pour mettre en avant et faire briller son épouse. Il faut savoir que de très nombreux sacrifices ont été faits par cet homme afin de soigner Virginia qui souffrait donc de divers troubles que je ne m'amuserai pas à nommer ici parce que finalement tout serait assez spéculatif. Pour certains, c'était un trouble schizophrène, pour d'autres, c'était un trouble bipolaire, pour d'autres, c'était une dépression combinée à d'autres choses qui venaient se greffer, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on sait que la psyché de Virginia Woolf était très largement sensibilisée et qu'elle a connu de très nombreux moments difficiles. Elle entendait des voix, notamment à la fin de sa vie, et pas qu'à la fin de sa vie, mais beaucoup à la fin de sa vie, et plus rien n'y faisait. Donc quel que soit le traitement qu'elle recevait, parce que c'est des gens qui étaient tout de même assez aisés, donc les traitements qu'a pu expérimenter Virginia Woolf sont très très nombreux.
Et elle a toujours été accompagnée par son mari. D'ailleurs, la dernière chose qu'elle fera avant de... Donc je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais donc elle se jette dans un lac, se suicide. Elle laisse une lettre à son mari Léonard dans laquelle elle lui explique que finalement, enfin vraiment lui il a tout fait pour qu'elle aille bien, mais qu'elle ne pourra pas aller bien. Et c'est très beau. C'est très beau qu'elle ait pu, je trouve, écrire un texte comme celui-ci qui amène à réfléchir sur la condition des femmes artistes et sur leur souffrance, malgré les biais supplémentaires qui l'handicapaient, qui étaient ceux des troubles psychiques qui prenaient le pas parfois aussi sur sa capacité à produire d'un point de vue littéraire ou à produire de manière cohérente. Et ça, c'est sublime. Les textes de Virginia Woolf sont très beaux. Si vous n'avez pas lu Mrs. Dalloway, je vous invite aussi à le faire. Mais moi, j'ai pas encore lu La promenade au phare, qui est aussi traduit par Vers le phare. Il faut que je le fasse, hein, je le sais pertinemment. Malheureusement, c'est pas forcément quelque chose que j'ai activé rapidement après la lecture de Mrs. Dalloway, et je pense que là aussi c'est dommageable parce que c'est une autrice que j'aurais aimé creuser plus en avant de la présenter sur cette chaîne de manière peut-être un peu trop succincte. D'ailleurs vous devez le voir au niveau du traitement des ouvrages, je ne suis pas capable de produire de donner la même densité d'informations pour la simple et bonne nouvelle qu'il y a des ouvrages que j'ai lus. Pourquoi je vous dis nouvelle? Pour la simple et bonne raison que y a des ouvrages que j'ai lus il y a fort longtemps et que voilà, les biais de la mémoire font que malheureusement les choses ne peuvent pas être actualisées de façon aussi, je dirais, précise que ce qu'on le voudrait, juste parce qu'on pioche le roman et qu'on s'assoit devant une caméra. Je poursuis avec Fin de partie, qui est ma découverte avec le théâtre de l'absurde. J'ai lu Fin de partie, Oh les beaux jours et En attendant Godot en seconde. Il faut savoir que j'étais dans un état de santé tout court qui était assez déplorable. Et Beckett est arrivé dans ma vie. Et c'est pas Beckett en soi. Alors, si, c'est Beckett en soi. Mais c'est tout le sous-texte chez Beckett. C'est l'intensité avec laquelle mon professeur de littérature, ma professeure de littérature, nous a fait plonger dans l'univers de Beckett, dans le théâtre de l'absurde, dans le minimalisme absolu des mises en scène choisies par le dramaturge, et de la richesse de la langue qui pouvait paraître épurée à l'extrême et qui pourtant regorge de symboles. Parce que quand vous lisez Beckett, il y a une connaissance de la Bible qui est impressionnante de la part de l'auteur et qui est en permanence confrontée à l'absurdité donc du siècle, puisque c'est une pièce donc qui paraît en 1957, Fin de partie, et on sent toute la souffrance de l'auteur face à l'incompréhension. D'ailleurs, on sent la souffrance du siècle et face à l'incompréhension et à l'absurde des deux guerres successives qui ont ravagé l'Europe. Donc on a cette position vraiment de protagoniste qui n'évolue absolument pas, et ce n'est pas l'enjeu. Donc je dirais que le cycle peut être positionné de la façon suivante. Vous commencez par En attendant Godot, vous avez des protagonistes qui attendent quelque chose, on le sait, ils sont tout de même en mouvement, ils sont à l'extérieur, ils sont deux, ils ont tous les deux leur esprit, je dirais, assez vif encore, même si ça peut paraître discutable, parce que, encore une fois, voilà, ce sont vraiment des échanges qui regorgent d'absurde. Ensuite, vous avez Fin de partie qui bascule dans un rapport au mouvement qui est déjà très différent. On a donc les personnages de Clove et de Ham qui sont au centre de la pièce dans la mise en scène, et vous avez donc sur le côté deux autres protagonistes qui sont les parents de Ham et qui se nomment... Est-ce que je vais la voir? Je crois que je vais pas la voir. Nag et... Ah, c'est marrant que le second ne me vienne pas, parce que normalement... l'un devrait faire appel à l'autre, donc Nag et je ne sais plus, mais ce sont les parents de Ham, donc Nell et Nag. Et eux donc, alors de ce qu'on comprend, ils sont complètement immobilisés parce qu'ils vivent dans des poubelles. Ham, lui, il est immobilisé sur sa chaise. Et Clove, c'est son valet, c'est le seul qui est actif et qui peut se déplacer et occuper la totalité de l'espace scénique.
La particularité, c'est que dans la mise en scène même, on sait qu'il y a seulement une fenêtre à l'arrière et que les personnages sont dans une espèce de pièce qui n'est pas ouverte ou qui est rarement ouverte. D'ailleurs, on a peu de nouvelles de l'extérieur. La pièce s'ouvre sur le fait que Am demande des nouvelles de l'extérieur à Clove, mais que en fait l'extérieur semble gris, vide et atemporel. On peut pas positionner véritablement d'époque sur les descriptions qui sont faites par Clove et qui de toute façon sont minimalistes. On a cette impression que c'est la fin du monde. Et on a ce jeu d'échecs entre les 4 personnages qui sont dans des échanges, comme je vous le disais, qui peuvent paraître profondément absurdes au premier abord, mais qui poussent à réfléchir sur des choses qui sont d'une grande philosophie, d'une grande richesse. Franchement, c'est une pièce qui est incroyable parce que tous les dialogues sont fragmentés. La pensée de ce fait devient fragmentée et je dirais qu'en fait on est face exactement à une mise en abîme de l'insuffisance du langage pour exprimer l'absurdité du monde. Et c'est en ça pour moi que c'est la quintessence, pour moi Beckett c'est la quintessence de l'absurde. Il a réussi à essentialiser le concept même de l'absurde et à le mettre en scène. En revanche, j'entends tout à fait que ce soit déroutant et que ce soit une pièce qui ne plaise pas à tout le monde, parce que tout le travail de Beckett d'ailleurs, parce que vous avez cette vraiment une excentricité dans le style qui est évidente et qui justement ne peut pas plaire à tout le monde de par son excentricité. À mon sens, c'est sa force, pour d'autres ce sera sa faiblesse, mais fin de partie, c'est vraiment une de mes pièces de théâtre favorites. Je pense que je pourrais la lire, la relire, la voir, la revoir. J'arriverai toujours à trouver des choses à piocher, à puiser encore au sein de ses pages et au sein de ses réflexions, et c'est pour cette raison que il ne quittera jamais, je pense, là aussi peut-être le top 5 ou le top 10 des choses que j'ai pu lire et fréquenter, même si je suis assez je dirais que le théâtre, j'ai pas forcément envie de le classer avec les romans. C'est totalement différent comme expérience. À mon sens, le théâtre, et c'est pas qu'à mon sens, le théâtre est fait pour être vu. C'est pour ça que je vous parle beaucoup d'espace scénique lorsque je vous parle de fin de partie, parce qu'à mon sens, sans visualiser l'espace scénique, sans visualiser les sonorités, sans visualiser les costumes, comment pouvoir s'approprier cette notion d'absurde qui a été pensée comme devant être aussi bien entendue que vue, voire ni entendue ni vue dans le cas de Beckett, qui est dans presque une espèce de négation de la représentation de ces choses-là. Donc, pour moi, en gros, c'est qui tout double. Là, c'est un livre que je mets parce que je dois être honnête et qu'il fait partie de mes favoris, mais c'est qui tout double. Je dis absolument pas que ce titre plaira à tout le monde. Si ce que je vous ai dit, en tout cas, vous intrigue et que ça peut vous donner, je dirais, une piste peut-être pour aborder la chose d'une manière qui est moins inquiétante, parce que je trouve que Beckett a quelque chose d'inquiétant dans la forme, n'hésitez pas. N'hésitez pas, et si vous voulez en parler par la suite, parce que c'est quand même une expérience littéraire très très particulière, je suis tout à fait disposée à vous répondre en commentaire. Ce sera vraiment passionnant, je pense, d'échanger sur ce sujet. Le vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway, qui là aussi est un ouvrage que j'ai lu il y a un petit moment. C'est très court, ça fait 135 pages. J'aurais jamais pensé aimer ce texte à ce point quand je m'y suis plongée. Donc ce titre, il paraît en 1952 et il me semble que Hemingway reçoit le prix Nobel en 1954. D'ailleurs, il faudrait que je glisse Hemingway au sein de mes vlogs Nobel, parce qu'il faut d'ailleurs que je termine de... Pendant que j'y pense, je vais le sortir tout de suite. Voilà, parce qu'il faut que je tourne mon opinion sur celui qui revient de Han Kang. J'oublie, et cette vidéo, il faut absolument qu'elle sorte parce que j'ai commencé à la tourner il y a 6 mois. Bref, excusez-moi pour ce petit interlude. Donc, Le vieil homme et la mer, 1952, prix Nobel en 1954. Ernest Hemingway, c'est déjà un auteur connu à l'époque, mais c'est vrai que ce petit roman, il va grandement jouer, je pense, sur son obtention du prix Nobel, parce que de toute façon je pense que c'est son ouvrage le plus connu, avec peut-être éventuellement l'adieu aux armes. C'est un titre qui est très émouvant. Alors déjà, j'aime beaucoup suivre, c'est très personnel, hein, j'aime beaucoup suivre des protagonistes plus âgés. Là on est face à un personnage très mature qui souffre
de conditions de vie qui sont très difficiles puisqu'il est pêcheur, il a une toute petite barque et je dirais que c'est la lutte constante entre l'homme et l'animal puisque pour subvenir à ses besoins, il est véritablement tributaire de la réussite de sa pêche, chose qui rompt déjà drastiquement avec l'idée qu'on a de la pêche intensive. On n'est pas du tout dans ce type de récit-là. On est dans un récit où vous avez un homme face à la mer qui tente donc de subvenir à ses besoins en pêchant et encore une fois pour lui subsister. Le protagoniste principal ici c'est donc Santiago. On est à Cuba et ça fait très exactement 84 jours que le vieux Santiago rentre bredouille de la pêche. Ce jour-là, il va partir au petit matin, donc on va suivre la routine du pêcheur, la routine matinale du pêcheur et va s'engager une lutte sans merci entre alors je ne sais plus, un poisson, mais un marlin peut-être, je ne sais plus, un poisson. Un gros poisson. Oui, c'est ça, c'est un marlin. Et ça va être une lutte acharnée. Ça va être une lutte qui tient quand même sur bon nombre de pages. Lutte qui va confronter le pêcheur à ses limites. Déjà, limites liées à l'âge et à son vieillissement. Et aussi au fait que... il va y avoir beaucoup de réflexions qui vont surgir durant cet affrontement parce que il y a tout le côté noble, je dirais, du combat entre l'homme et l'animal. Et ça me fait très bizarre de dire ça, hein. C'est très étonnant que j'ai aimé à ce point-là ce titre parce que tout ce que je vais dire là, c'est tourné d'une façon qui me pose problème à l'oreille quand je le formule. Mais il y a oui, c'est vrai, il y a cette idée de dignité du pêcheur qui combat un adversaire à sa mesure et qui sort triomphant puisque Santiago va réussir donc à pêcher le marlin. Problème étant que il va ramener sa pêche, il va vouloir ramener sa pêche au port et les traînées de sang laissées par le poisson vont attirer les requins. Donc un second affrontement va avoir lieu qui est beaucoup plus périlleux et qui, je dirais, met notre protagoniste dans un état de fatigue qui illustre à quel point il est finalement en bout de course, donc en bout de course tout à la fois dans cette pêche mais aussi dans sa vie. Et finalement, je trouve que j'ai pas envie de tout vous révéler, le souci étant que ce qui fait la force de ce livre, c'est aussi en grande partie sa fin, parce que on a des passages entiers dans lesquels vous avez une empathie pour le protagoniste qui est incroyable, vraiment. Hemingway arrive à créer un rapport avec Santiago, entre vous et Santiago qui est très fort. Je pense que j'ai jamais... Je pense que j'ai jamais entendu quelqu'un dire que le personnage avait quoi que ce soit de dérangeant, non. J'ai l'impression que la seule chose qui ressort, c'est l'empathie. Donc, je pense que ça, c'est... À la fois, c'est caricatural et c'est une grande force. Moi, je trouve personnellement que c'est une grande force. Et alors, si je dois essayer au maximum de ne pas spoiler, je dirais qu'en fait, il y a vraiment ce rapport qui va naître et c'est ce qui fait toute la force et l'empathie qu'on développe pour ce personnage. C'est que lui, il va réussir à s'attacher à ce poisson avec lequel il combat dignement. Il y a une forme de loyauté, de respect de l'adversaire, etc. Comme si on était dans un duel un petit peu, je sais pas, de mousquetaires ou un duel au 19e siècle avec toute la codification qui va avec. Bref, il y a tout ça, mais dans une petite barque pauvre, démunie, avec cet homme donc qui, encore une fois, souffre de son grand âge et souffre de savoir que potentiellement il va perdre ce qui lui est nécessaire pour subsister. Voilà, je perds mes mots, je suis désolée. Il commence à faire tard et surtout ça fait un moment que je tourne parce que j'ai tourné d'autres vidéos avant, donc je suis désolée si je manque un petit peu de précision. Et finalement c'est tout un récit donc qui va parler de l'échec, qui va parler mais en fait de ce qu'on gagne dans l'échec. Donc il y a beaucoup de positifs qui ressortent de ce titre-là. C'est vraiment un titre que je trouve très complet, très dense malgré sa brièveté, très intéressant aussi. C'est absolument immersif.
Donc vous n'avez aucun... Bon, tant 150 pages, mais ça peut arriver qu'en 150 pages il y ait des longueurs. Mais il n'y a aucune longueur, tout est structuré, dense, intéressant, bien écrit aussi. Même si la plume d'Hemingway reste très accessible, très simple. Ça n'empêche qu'elle est très élégante et je trouve qu'elle porte très très bien l'histoire de Santiago et de ce Marlin, de cet affrontement qui va beaucoup en révéler finalement sur la psychologie de notre personnage principal. Je vais vous laisser ici pour cette première partie. Alors j'ai l'impression qu'encore une fois c'est très dense et très long. J'en suis désolée si ce n'est pas le type de format que vous appréciez. Bon, c'est le format dominant sur la chaîne, hein. De toute façon, je parle beaucoup trop. Donc, j'espère tout de même que vous aurez trouvé des informations substantielles au sein de cette sélection, que ça vous aura donné des pistes de lecture. J'ai essayé de varier aussi au maximum ma sélection pour vous proposer des choses qui peuvent vous parler, quel que soit, je dirais, votre registre, votre genre, votre affinité, tout ce que vous considérez comme votre littérature de prédilection. Je vous remercie en tout cas d'être resté jusque là. Si vous venez d'arriver sur la chaîne et que vous avez aimé ce que vous avez vu, n'hésitez pas à vous abonner. Pour les autres, un petit like qui est toujours super bienvenu, ça fait toujours plaisir. Et un commentaire de même, n'hésitez pas à me donner vos avis sur les titres que j'ai présentés, mais aussi sur les titres qui composent votre propre sélection en matière de meilleure découverte, meilleure lecture 20e siècle, mais vous pouvez très bien ouvrir aussi, ce n'est pas un problème, je serais ravie de vous lire dans tous les cas. Vous êtes une très bonne journée ou une très bonne soirée, et je vous dis à bientôt.